Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter le portrait de la lutte antiparasitaire dans les vergers du Québec. On a récemment complété une compilation et une publication de 40 années, en fait plus que 40 années de suivi dans les vergers pilotes du réseau pommier. Puis, c'est quand même un événement assez rare, là. Donc, j'ai pensé pour vous présenter les résultats de ce suivi-là qu'on a fait. En fait, que j'ai fait juste pour ma partie, parce qu'il y a quand même beaucoup de mes prédécesseurs qui ont fait ce travail-là. 40 ans, ça recule même plus tôt que moi. Donc, sont des pesticides, hein, c'est d'actualité, hein. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la CAPERN, la Commission parlementaire sur les pesticides, là, qui s'est déroulée il y a environ une année. Puis, pourquoi il y a eu un événement comme ça? C'est qu'il y a évidemment une volonté dans la société, pas juste au Québec, là, mais dans la société québécoise, de réduire l'utilisation des pesticides. Ça a toujours été important depuis plusieurs décennies, mais disons que ça prend même de l'ampleur, là, cet intérêt-là. Et puis, la commission ben, visait différentes choses, hein. Euh, mais en fait, elle essayait de rejoindre des besoins de la société là, pour que les producteurs soient soutenus de façon adéquate dans leur transition vers l'adoption de méthodes qui utilisent moins de pesticides. Aussi, ben, la mise en place de mesures qui encouragent l'utilisation de moyens de rechange aux pesticides, comme la lutte intégrée, la lutte bio. On veut aussi qu'il y ait un soutien donné aux centres de recherche et aux centres de formation qui, eux, sont des leviers importants là, pour la transition vers l'utilisation soit de l'agriculture biologique ou des méthodes alternatives aux pesticides. Donc, centre de formation, donc recherche aussi là, pour viser le développement de ces approches innovantes-là. Avant d'aller plus loin un peu, je vais vous parler de ce que c'est le réseau pommier, ce que c'est la production fruitière intégrée, etc. Les vergers pilotes du réseau pommier. Donc, ça, c'est le réseau pommier, c'est né en même temps que le réseau d'avertissement phytosanitaire. Ça existait peut-être un peu avant, mais avec l'avènement du réseau d'avertissement phytosanitaire, là, c'est-à-dire milieu des années 70, ben, ça s'est développé encore plus finalement. Donc, il y a depuis ces années-là un réseau de vergers pilotes qui est suivi. Puis, les données sont conservées. Les données de dépistage, les données agrométéorologiques, les données de traitement phytosanitaire, les données de capture d'insectes dans les vergers. Donc, tout ça, c'est conservé, compilé, puis ça a différents usages, là. Premièrement, pour rédiger les avertissements phytosanitaires, c'est très, très, très important, mais aussi pour développer des modèles prévisionnels, puis aussi pour faire le suivi de l'évolution des pratiques dans les vergers. Depuis 2012, en fait, le réseau pommier, c'est le même réseau, mais maintenant, disons que c'est un acronyme pour un nom qui est au long, et celui-ci, le réseau d'expertise et de recherche en production fruitière intégrée. Donc, pourquoi ce nom-là? C'est tout simplement parce que nos activités se sont réalignées pour l'adoption chez les producteurs de pommes de ce qu'on appelle la production fruitière intégrée. C'est comme la lutte intégrée, mais plus large encore, c'est-à-dire que pas seulement ciblé sur les pesticides puis les alternatives aux pesticides, mais aussi sur toutes les bonnes pratiques de production de pommes qui visent la santé, sécurité, qui visent la durabilité de l'entreprise pommicole, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on s'est développé un logo, celui que vous voyez là. Puis, aussi d'autres définitions sur les indicateurs de risque. Avant 2002, les indicateurs comme l'IRPEC, là, ça n'existait pas. Par contre, il y avait un indicateur développé par l'Université Cornell, l'EIQ, le quotient d'impact environnemental, que moi j'ai utilisé dès que ça a été disponible. Donc, ça a été ça qui a été utilisé comme indicateur de risque pour les pesticides qui ont été utilisés avant 2002, parce que souvent, dans la base de l'IRPEC, la nouvelle base de l'IRPEC, il n'y a pas les vieux pesticides. Donc, on n'était pas capable de faire des compilations complètes. IRPEC, on l'a utilisé à partir de 2002. Bon, comme vous savez, il est constitué de deux composantes, la composante environnementale, l'IRE, et la composante santé, l'IRS. Je vais parler un petit peu du réseau pommier dans un peu plus de détails, mais rapidement, nous,
On développe des méthodes de dépistage, de surveillance et de prévision. On ne fait pas juste suivre ce qui se passe dans les vergers, mais on développe aussi là, en recherche. On fait la promotion des programmes et des outils qui sont les plus sécuritaires ou à moindre impact sur l'environnement et la santé. C'est ce qu'on fait depuis toujours, en fait. On cherche à favoriser le choix par les producteurs des pesticides les plus respectueux de l'environnement, mais aussi des pesticides qui sont les plus sélectifs pour les problèmes qu'ils ont. Et comment on réussit à ça? C'est on publie des différents outils, des affiches, des guides, puis aussi on a un réseau de collaboration, je pense, assez important, qui regroupe des chercheurs, des conseillers, des producteurs, puis différents autres intervenants du milieu de la pomme. On a la chance d'avoir un verger de recherche ou un verger vitrine, si vous voulez, au parc du Mont-Saint-Bruno. On l'appelle le verger du réseau. Puis il est opéré par l'IRDA, mais il est dédié, dans le fond, à des projets de recherche, développement, transfert, dans le but visé là, par le réseau pommier du Québec. Comme je disais, tout ça, dans le fond, c'est en vue de réduire les risques reliés à la production, puis favoriser la durabilité de l'industrie pommicole québécoise. Ça, je peux vous sauter. Je reviens sur le EIQ ou QIE en français, là, adapté au verger, sans passer par tous les paramètres de l'équation. C'est ça, c'est une formule mathématique qui attribue une valeur de risque à chaque pesticide. En fonction, pour chaque matière active, là, de sa toxicité chronique, dermale, sa persistance dans le sol, sur le feuillage, dans la plante, dans l'eau, la période d'application, le moment qu'on l'applique dans l'année aussi, puis sa toxicité pour les poissons, les oiseaux, les abeilles, les prédateurs, etc., etc. Bon, tout ça, combiné dans cette formule-là, permet de calculer des risques pour l'utilisateur, des risques pour le consommateur, des risques pour l'environnement, qui sont additionnés et divisés ensuite pour faire une moyenne. C'est le concept du quotient d'impact environnemental qui a été développé par Joe Kovac, mais avec qui j'ai travaillé là, pour faire une adaptation en particulier pour les vergers. Donc, c'est ça qu'on a utilisé pour calculer nos indices d'impact de 1978 à 2001, grosso modo. L'IRS maintenant et l'IRE, qui sont les deux composantes de l'IRPEC, c'est un peu plus connu, c'est un peu la même idée, mais disons que mouture plus récente, plus moderne, mieux adaptée, je dirais. Donc, c'est un résultat du travail du ministère de l'Environnement et du MAPAC. Et puis, ça utilise encore une fois là, les mêmes genres de bases de données sur les pesticides pour calculer des indices pour l'environnement et la santé. Mais je vais vous éviter d'aller plus en détail que ça. Je vais vous montrer un petit peu les résultats tout à l'heure. Je commence par... On recule un peu là, dans le temps. Ça, c'est un exemple de comment on faisait les applications dans le verger du Mont-Saint-Bruno il y a plusieurs décennies. Donc, comme vous pouvez voir, il y a eu beaucoup de progrès qui s'est fait depuis ce temps-là. Ça, c'est un exemple d'avertissement phytosanitaire des années 50. Et je vous ai mis des petites flèches pour montrer les genres de produits qui étaient appliqués, l'arseniate de plomb, la diéthrine, méthoxychlore, la kryolite contre la chanson de la prune. Puis, ce que je vois aussi, le DDT en bas, ou l'arseniate, encore une fois. Donc, encore une fois, beaucoup de chemin parcouru. Hein. Un exemple de publicité qu'on voyait dans la revue American Fruit Grower en 1964, où on voit le producteur qui applique je crois que c'est du diazinon, oui, c'est ça. Puis si vous voyez ce qui est écrit, là, je vous traduis, là, il n'y a pas d'équipement de protection spécial qui est nécessaire pour appliquer le diazinon. On voit bien par la fiche là, que le producteur n'a rien qui porte rien de spécial. Hein. Porte ses vêtements habituels, les mains libres, les mains nues, pas de masque, tout ça, puis il y a le visage à quelques centimètres du contenant. C'était comme ça que c'était vendu les pesticides dans ces années-là. On parle des années 60. Là, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Une annonce de DDT, c'est les années 49. Donc, c'est utilisé quand même en pommiculture, comme vous pouvez le voir. Dans les résultats que je vous présente, ça commence en 1978. Je ne crois pas qu'on couvre la période DDT, mais on couvre quand même quelques années avec des produits de ce type-là là, qui avaient des indices élevés.
Puis, quelques précautions aussi sur les résultats que je vous présenterai. Ça concerne simplement quelques vergers, hein, parce que sur une longue période comme ça, c'est difficile de conserver un même site sur toute la durée. En fait, on l'a divisé en deux périodes pour les raisons d'indicateurs de risque là, que je vous expliquais tout à l'heure. Mais ça aurait été de toute façon difficile de garder les mêmes sites sur plus que 40 ans. Là. Mais pour cette raison-là aussi, il faut faire attention. Ce que je vous présente, là, c'est surtout en vue de mesurer l'évolution et non pas pour présenter un portrait de la situation moyenne dans les vergers. Là. Il aurait fallu avoir beaucoup plus de vergers que ça. Mais par contre, des mêmes vergers suivis sur une longue période, on peut facilement voir l'évolution des pratiques. Puis ça ne comporte pas les données sur les herbicides, les rodenticides, les régulateurs de croissance qui n'ont pas d'effet, disons, toxique. C'est les données qu'on avait. Je vous montre ça simplement pour ceux qui ne sont pas en pomiculture, des fois, c'est peut-être pas évident, mais il y a une grande quantité de ravageurs en pomiculture. C'est une culture pérenne, hein? C'est comme une forêt qui est plantée là pour plusieurs années, plusieurs décennies. Donc, il se développe toute une faune et de maladies aussi, pas juste d'insectes, d'acariens. Donc, c'est complexe la protection du pommier. Ça nécessite un programme de protection assez important et complexe. Je vais tomber tout de suite sur les résultats de notre étude. Je vais commencer par vous présenter comment mal présenter les données, là, parce que je veux quand même faire le point là-dessus. Le nombre total de traitements. Souvent, on peut voir ça là, dans des études qui suivent l'évolution des pratiques phytosanitaires, vont simplement comparer le nombre de traitements dans le temps. Ça, c'est tout à fait inapproprié. Vous le savez probablement déjà. Si vous ne le savez pas, j'espère que je vais vous sensibiliser à ça. Je vous montre ici, dans les vergers, là, dans ma base de données, de 1978 à 2002, la variation du nombre de traitements de 1979 à 2002. On voit que, bon, il n'y a pas beaucoup, mais une tendance à la hausse quand même, surtout les dernières années. Puis si on regarde de 2002 à 2019, on voit encore une hausse, là, ça passe de 20 à au-dessus de 25. Donc, on voit finalement une hausse constante des applications. Est-ce que ça veut dire que la situation empire depuis ce temps-là? Je vais laisser la réponse en suspens. Je vais vous montrer les données sur les indicateurs de risque, parce que c'est ça, en fait, qui est important, évidemment. Ce qu'on applique, le nombre de fois qu'on intervient, finalement, c'est un indicateur de la complexité du programme, mais ce n'est pas un indicateur de l'impact des produits, parce que si on applique, par exemple, du PT, ce n'est pas la même chose que si on applique un fongicide ou un insecticide chimique toxique. Là. Dans un cas, on applique, le premier cas, là, le BT, on applique des grosses quantités, on doit appliquer souvent. Donc, on pourrait donné l'impression si on passe au BT, finalement, sur un graphique, on empirait la situation, alors que dans les faits, on ne l'a pas empiré au niveau de l'impact. Je vous montre le portrait de 1978 à 2002 pour impact mesuré par le EIQ, c'est l'impact global, là, consommateur, utilisateur et environnement. Ce qu'on voit, c'est une baisse significative avec les années. Avec, comme vous voyez, dans les années 70 puis début 80, là, des pics importants. Et c'était l'impact global de tout le programme. Et si on le détaille en termes d'insecticides, acaricides et fongicides, vous voyez ici sur ce graphique-là, on voit que c'est surtout les insecticides là, qui sont allés à la baisse, les fongicides dans cette période-là, et les acaricides, là, ils n'ont pas été à la baisse. Dans le cas des fongicides, ça a été assez stable. Dans le cas des acaricides, ça a peut-être même été légèrement à la hausse. Maintenant, si on regarde la période suivante, de 2002 à 2019, je vous le montre ici. Là, à ce moment-là, c'est l'IRS. On va le faire séparément, l'IRS et l'IAE, c'est-à-dire l'impact sur la santé d'abord, puis l'impact sur l'environnement ensuite. L'impact sur la santé. Vous voyez qu'en fait, il y a une tendance à la baisse significative. Non significative, pardon. Mais en deux périodes, hein, en fait. Une première période que j'ai mis en bleu pâle, ou plutôt à la hausse,
Puis la deuxième période, en blanc, où on a vraiment une tendance à la baisse au niveau de l'impact sur la santé. Et puis, 85 de l'impact sur la santé, là, en fait, il est causé par les fongicides. Je ne vous montre pas les graphiques séparément, là, mais c'est 85 de la valeur IRS que vous voyez là, c'est l'utilisation des fongicides. C'est ça qui drive le système, finalement. Au niveau de l'impact sur l'environnement, c'est une baisse constante avec les années 2002 à 2019. Et puis là, cette fois-ci, par contre, la majorité de la valeur de l'impact, c'est les insecticides et les acaricides qui baissent. OK, on va regarder ça en détail, effectivement. Si on regarde simplement les fongicides sur la santé, ben, c'est comme je vous disais tout à l'heure, étant donné que c'est surtout les fongicides qui drivent le système, vous voyez encore une fois la même affaire, c'est-à-dire une hausse graduelle jusque dans les années 2010, 2011, 2012, puis ensuite une baisse quand même importante. Et puis ce qui fait qu'au global, ben, ça reste quand même légère tendance à la baisse, mais non significative. Au niveau des insecticides, sur la santé, tendance à la baisse très significative. Au niveau des acaricides, plutôt stable. Donc, on voit une légère hausse, mais ce n'est pas significatif. Alors, si on regarde maintenant au niveau des impacts sur l'environnement, je vais vite, mais tout à l'heure, je vais faire un petit résumé de tout ça. Là. Au niveau des impacts sur l'environnement, pour les fongicides, il n'y a pas eu ni de hausse ni de baisse avec les années de 2002 à 2019. Au niveau des insecticides, encore une fois, on a une baisse significative avec les années, très forte, très importante. Puis au niveau des acaricides aussi, on a une baisse. Donc, au niveau des acaricides, impact environnemental à la baisse depuis 2002. Si on va essayer de représenter tout ça sur un seul graphique, on peut le faire, comme je vous disais, de la mauvaise façon, c'est-à-dire regarder les nombres d'applications. On aurait pu faire calculer aussi le nombre de kilogrammes de matière active appliquée. C'est pas beaucoup mieux, en fait. Mais regardez ce qu'on voit. Une hausse continuelle des nombres d'applications. Est-ce que ça signifie qu'on empire la situation? Pas du tout, pas du tout. C'est important de le réaliser, là, que c'est pas comme ça qu'on doit présenter les choses, mais c'est en termes de l'impact. Alors, qu'est-ce qu'on voit en termes d'impact environnemental, santé? Pour la première période, là, la courbe rouge, c'est une baisse significative importante. Et ce qu'on voit ensuite pour la deuxième période, qui a deux courbes, la courbe de l'IRE et de l'IRS, donc l'impact sur l'environnement et la santé, ce qu'on voit, c'est deux baisses significatives aussi. Ça, c'est quand on regarde au global pour l'ensemble des produits, fongicides, insecticides et acaricides. Donc, ce qu'on peut dire définitivement, c'est que le portrait est quand même il est quand même positif, oui, très intéressant. Il faut aussi remarquer que les baisses les plus importantes ont, selon moi, été observées surtout au départ, dans les premières années, mais que ça se continue encore. Donc, il faut poursuivre les efforts. Les efforts donnent des résultats, puis c'est important de poursuivre. Pourquoi il faut toujours mettre des efforts? Pourquoi on ne peut jamais dire que la partie est gagnée? C'est qu'il y a une évolution aussi en parallèle des ravageurs et des ennemis. Hein, vous savez, avec le réchauffement climatique, avec aussi la libéralisation des échanges commerciaux. Là, il nous arrive des nouveaux ravageurs. Et il y a aussi que des ravageurs, des ennemis, des maladies, pardon, se développent davantage parce que les températures sont plus chaudes. Donc, ça cause une pression plus grande là, sur le programme de protection, sur la culture, en fait. Par exemple, ça, c'est la tordeuse à bande oblique. Vous voyez les résultats de dépistage sur une saison complète. Puis, il y a trois courbes. Là. Il y a la courbe dans un verger non traité, la courbe noire. Dans un verger non traité de 1977 à 2001. Vous avez, pour la même période en orange, la courbe dans les vergers commerciaux de 1967 à 2001. Qu'est-ce que vous voyez? C'est que, en gros, la première génération de l'insecte, le premier pic, c'est passablement la même situation, mais dans le deuxième pic, la population sont plus grandes dans les vergers commerciaux. Même s'ils sont traités, la population est plus grande que dans les vergers non traités.
Intéressant de voir aussi la courbe bleue. C'est les mêmes vergers commerciaux, mais dans la deuxième période, plus récente, de 2002-2019, ce qu'on voit, les populations sont plus importantes. Donc, pression plus forte sur la culture. Autre exemple pour montrer que il faut toujours continuer les efforts là, pour réduire l'usage des pesticides ou rationaliser ou en tout cas tenter de fournir des nouvelles solutions pour les producteurs. C'est le cas du Carpocaps, c'est quand même très connu là, pour les gens du milieu de la pomme. Le Carpocaps, les populations augmentent sans arrêt. Là. Si on recule aux années 70, 80, même 90, ce n'était pas un problème. Puis vous pouvez le voir là, dans les vergers commerciaux, la courbe orange, de 1979 à 2001, les populations sont très basses. Les mêmes vergers commerciaux de 2002 à 2015, la courbe bleue, les populations sont beaucoup plus importantes. Et sont plus basses que dans le verger commercial, là, mais ils sont quand même très élevés. Là. En fait, ils rapprochent les populations du verger non traité. La courbe noire, c'est le verger non traité, pardon. Donc, encore une fois, pression très importante sur la récolte, besoin d'intervention, besoin de protection, mais si on ne veut pas augmenter les impacts des pesticides, il faut choisir d'autres moyens. C'est pour ça que la confusion sexuelle est en grande expansion là, comme méthode de lutte au Carpocaps dans les vergers du Québec. Là. Puis ça, c'est grâce aux efforts des producteurs, c'est grâce aussi au soutien financier du ministère de l'Agriculture. Puis ça, je salue les deux groupes là, pour être allés dans cette direction-là. C'est quand même tout un gain qui n'est même pas présenté dans les données que je vous présente parce que j'ai reculé de 1978 à 2019, donc pour pouvoir bien comparer, là, ça ne comprend pas des parcelles en confusion sexuelle. Donc, c'est des gains à venir là, dans les futures années. On n'a pas parlé de ça beaucoup, mais je voulais vous le montrer aussi en terminant. Les coûts des programmes de protection, les coûts assumés par les producteurs. Les coûts en pesticides que vous voyez ici, c'est les insecticides en bleu. Vous voyez qu'avec les années, ça va en augmentant. Les acaricides, légère augmentation selon les années. Et les fongicides aussi, là, ça peut facilement aller jusqu'à avoir doublé les coûts là, par rapport aux coûts à la fin des années 70. Donc, ça, c'est en dollars constants aussi, là, donc ce n'est pas une question d'inflation. Ce que vous voyez, c'est vraiment le reflet de la complexification, puis aussi le fait que les nouveaux produits plus sélectifs coûtent plus cher, ou les pesticides en général coûtent plus cher à développer. Donc, c'est quand même une réalité avec laquelle c'est important de composer. Il ne faut jamais oublier ça. En conclusion, on a dépassé cette époque-là que je vous montre là, évidemment. Là, vous voyez ici, la personne de droite utilise un produit sécuritaire. C'est comme c'est écrit, elle utilise une malation. Donc, c'est tout à fait sécuritaire selon la publicité de l'époque. Donc, on n'est plus là, mais on est mieux. Il faut continuer, évidemment. On voit qu'il y a une baisse graduelle des impacts de la production de pommes sur l'environnement. On voit qu'il était peut-être plus prononcé au départ que maintenant. On a vu qu'il était surtout observé pour les insecticides. Donc, il y a quand même des gains à faire, beaucoup plus, je dirais, dans les fongicides. On l'a vu rapidement, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est surtout les impacts sur l'environnement qui ont vu des gains plus importants, mais il y a quand même eu des gains au niveau de l'impact sur la santé. Sur l'impact sur la santé, il y a d'autres aspects sur lesquels on peut travailler. C'est par exemple les mesures de sécurité. Lorsqu'on prépare ou qu'on applique les pesticides, parce que ça ne sera pas reflété dans ce que je vous ai montré. Moi, j'ai simplement calculé les doses d'application multipliées par les indices d'impact. La façon qu'on se protège pour les appliquer, c'est pas mesuré dans mon étude, mais c'est là qu'on peut aller chercher des gains importants aussi au niveau des impacts sur la santé. C'est important. Moi, je le vois positif, là, la question des fongicides, c'est-à-dire qu'il y a eu une hausse importante du nombre de traitements, du nombre d'applications, mais il n'y a pas eu de hausse au niveau de l'impact. Donc, ça signifie qu'il y a quand même eu une migration, une adaptation des producteurs vers des produits à moindre impact. Donc, ça, c'est intéressant.
les efforts, bien évidemment. Pour terminer, je remercie toutes ces personnes-là. Opérer un réseau sur 40 ans, ça veut dire nécessairement beaucoup de gens. J'ai mis les principaux, là, je vais vous parler des initiateurs du réseau d'avertissement phytosanitaire, ils sont là à l'écran. Je vous invite à lire ces noms-là. Au niveau des participants, bien, il y en a des gens du MAPAC, de l'IRDA, d'Agriculture Canada surtout, mais aussi des conseillers du secteur privé, et puis le secrétariat, les services agrométéo. Écoutez, on est présentement au-dessus de 60 membres, le réseau Pommier, puis on espère que ça va pouvoir continuer de supporter le plus longtemps possible. Si vous voulez voir plus de détails sur l'étude dont je vous ai présenté les résultats, elle a été publiée dans une revue scientifique, elle est disponible en libre accès sur Internet. Alors, voici l'adresse, puis je vous invite à y aller. Et si vous avez des questions, j'ai malheureusement dû enregistrer cette présentation-là à l'avance, mais vous pouvez transmettre vos questions au CRAAC et puis ça me fera plaisir d'y répondre. Merci beaucoup.